Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, vidéo du 17 février 2025, dans laquelle on part ensemble pour un petit décryptage des actus les plus intéressantes de ces 24 à 48 dernières heures. Dans cette nouvelle vidéo, on va pas mal parler de Porsche pour deux actus distinctes. Porsche qui vient d'annoncer qu'elle allait abandonner une partie de ses modèles électriques pour se rediriger vers du thermique et de l'hybride, et de l'autre côté, des suppressions de postes qui sont annoncées alors que la marque va plutôt bien, financièrement parlant. On parlera également malheureusement de licenciement chez Nissan après l'échec du deal Honda-Nissan. On parlera également de nouveaux rebondissements dans l'affaire du moteur 1,2 litre de PureTech. Et puis pour terminer cette vidéo avec de l'actu un petit peu plus légère, on parlera des chronos réalisés par la nouvelle Alpine A290. Des chronos qui montrent que sur circuit, cette Alpine A290 a beau être plus moderne, plus chère et plus puissante que ses aînés, malheureusement, elle n'est pas plus performante. Ce sont donc les sujets de la vidéo du jour. J'espère évidemment que cette vidéo vous intéressera et vous plaira. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer. Comment? C'est très simple, en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et en laissant un petit commentaire pour me dire un petit peu ce que vous pensez de l'actu du jour. Alors je vous le disais, on va commencer par parler un petit peu de Porsche pour deux actualités différentes. La première concerne la stratégie de motorisation des futurs modèles du groupe. Porsche a un gros problème, comme toutes les autres marques européennes qui ont fait leur succès sur leur maîtrise du moteur à combustion, et Porsche n'arrive tout simplement pas à créer une voiture électrique suffisamment performante, bon marché et intéressante à conduire pour captiver les fans de la marque et de nouveaux clients potentiels. Ça faisait déjà plusieurs semaines qu'on savait que Porsche n'avait pas vécu une très bonne année 2024. Alors en réalité c'est surtout à cause du marché chinois sur lequel Porsche s'est effondré de 28%. Pourquoi un tel effondrement? Parce que la concurrence en Chine est tout simplement meilleure sur le marché de la voiture électrique. Si on veut l'équivalent d'un Taycan ou d'un Macan électrique, il n'y a qu'à demander. Des marques comme BYD, Xiaomi ou Xpeng proposent des modèles type GT ou SUV de luxe électrique avec des meilleures performances, de meilleures autonomies et aussi des prix plus faibles. Porsche n'arrive tout simplement pas à lutter sur ce terrain de l'électrique face à des marques qui ont tout simplement 15 ans d'avance sur elle. Alors Porsche a décidé de se concentrer sur ce qu'elle savait faire à la presque perfection, les moteurs thermiques. En effet, Porsche vient d'annoncer qu'elle allait investir 831 millions d'euros en 2025 pour développer et produire des nouveaux groupes motopropulseurs thermiques et hybridés. Le but de cet investissement, c'est de pouvoir réussir à produire des moteurs qui satisferont les clients et qui seront tout simplement toujours plus optimisés en termes de rejet de CO2 et qui pourront donc continuer à être homologués pour les différents marché de Porsche. Des nouveaux moteurs thermiques, mais ce n'est pas tout, puisqu'on a également la confirmation que Porsche va conserver ses moteurs V8 pour les Cayenne et Panamera au-delà de 2030, que Porsche travaille sur le développement de versions thermiques de modèles qui initialement n'étaient prévus que en électrique, et que le Cayenne électrique, 100% électrique, qui était initialement prévu pour 2026, a été reporté à une date qui pour l'instant n'a pas été précisée. Même si pour l'instant Porsche n'a pas désigné avec une grande précision quels seraient ces fameux modèles électriques qui deviendraient thermiques ou hybrides, on peut supposer que ce seraient les Porsche 718. Effectivement, les prochaines Cayman et prochaines Boxster devaient revenir sous la forme de voitures 100% électriques, sauf que personne n'en veut. Et surtout, c'est un casse-tête impossible à résoudre pour Porsche pour l'instant. Les voitures électriques sportives légères ne sont pas pour l'instant vraiment produisables à des prix qui ne dépassent pas l'entendement. Et les Porsche Cayman et Boxster étant censés être un petit peu les entrées de gamme de la marque, c'est beaucoup trop compliqué de justifier des prix élevés sur ce genre de modèle. Ce ne sont pas les seuls gros changements qui ont lieu en ce moment chez Porsche. Je le rappelle, et j'en avais parlé dans une autre vidéo, que le chef des ventes et le CEO sont en train d'être remplacés et que Porsche fait tout ça dans le but de rassurer ses investisseurs et actionnaires suite à des marges bénéficiaires et des résultats financiers en 2024 inférieurs à ceux annoncés au début de l'année. Porsche de base visait une marge bénéficiaire d'environ 20% et elle ne serait d'environ que 10 à 12% d'après les derniers résultats. Le changement de cap électrique thermique chez Porsche n'est pas la seule grosse nouveauté majeure, puisque dans le même temps, Porsche a annoncé 1900 suppressions de postes pour, à court terme, réduire la masse salariale, réduire les coûts et donc faire remonter la marge. Ce qui est assez intéressant avec Porsche, c'est que Porsche ne parle pas vraiment de 1900 licenciements, mais plutôt de 1900 non-renouvellements de contrats. Là où Volkswagen fait beaucoup couler d'encre en évoquant 35 000 licenciements, Porsche assure que ces suppressions de postes seront basées sur du volontariat et qu'elles seront accompagnées de primes exceptionnelles ou de départs en retraite anticipés. La suppression de ces 1900 postes ne se fera pas du jour au lendemain, on sait que ce sera étalé sur les 4 prochaines années et on sait que les salariés qui ont travaillé chez Porsche en 2024 toucheront la fameuse prime de 9 962 € par salarié, ce qui aide aussi à faire un petit peu passer la pilule. D'ailleurs,
D'ailleurs, pour info, sachez que chez Ferrari, en 2024, les bonus ont été de 14 000 € pour chaque employé. C'est colossal. Je voulais aussi dans cette vidéo vous parler un petit peu de la suite des rebondissements dans l'affaire fusion Nissan-Honda. Je vous en ai parlé il y a quelques temps. Nissan va très mal financièrement et avait cherché des nouveaux alliés, des nouveaux partenaires pour sauver financièrement l'entreprise et continuer à produire. Cette solution, pendant quelques semaines, elle s'est appelée Honda. On parlait d'un deal, d'un accord entre les deux marques qui devait faire de Nissan et Honda un nouveau super groupe automobile parmi les plus grands du monde. Sauf que pendant la négociation de ces fameux accords de partenariat entre Honda et Nissan, Nissan s'est rendu compte que Honda ne voulait pas simplement être un partenaire de Nissan, mais qu'en réalité Honda voulait racheter Nissan et transformer Nissan en une filière, une sous-filière, une sous-marque de chez Honda. Ça ne leur a pas plu, résultat, Nissan s'est retiré du deal et cherche maintenant quelqu'un qui pourrait les sauver. Sauf que, et on l'a peut-être oublié, Nissan financièrement, ça va très mal. S'ils cherchaient un nouveau partenariat ou des nouvelles rentrées d'argent, c'est que justement, Nissan n'avait plus que 1 an à 1 an et demi de trésorerie d'avance dans ses caisses. Maintenant que Nissan se retrouve un petit peu seule, sans vraiment nouveau partenaire, elle est obligée de licencier. On parle de 6500 licenciements dans les usines de production de voitures et de moteurs, dont 5300 d'entre eux qui devraient être opérés d'ici le 31 mars 2026. Les 1200 restants seront licenciés entre l'année fiscale 2026 et l'année fiscale 2027. 2500 autres licenciements sont prévus chez Nissan, mais ne concerneront pas des postes de production. Ce sera probablement des postes de commerciaux, de dirigeants, des réductions et simplifications d'organigrammes. Nissan a pour projet de baisser la quantité de voitures vendues par la marque de 20% tous les ans d'ici 2026. 3 usines vont être fermées, notamment une en Thaïlande qui devrait être fermée d'ici là aussi mars 2026. Nissan va également réduire le nombre de lignes de production dans 2 de ses usines aux États-Unis, l'usine du Tennessee et l'usine du Mississippi. Évidemment, les choses peuvent évoluer dans un sens ou dans l'autre selon les résultats de la marque Nissan. On sait que Nissan doit revenir avec des nouveaux modèles hybrides notamment. Nissan veut également réussir à réduire le coût de développement et le délai de développement de ses modèles pour passer d'un objectif qui est actuellement 52 mois à 37 mois. Le but, c'est tout simplement de pouvoir s'adapter plus rapidement aux différentes tendances et d'éviter justement de se faire surprendre sur le marché électrique si tout à coup le marché électrique se casse la gueule. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous mettez 5 ans à développer une voiture électrique dans une période faste pour ce genre de véhicule et qu'au moment de la sortir, la mode ou la hype est complètement passée, vous vous retrouvez qu'un modèle qui vous a coûté très cher, qui était très loin développé, que vous allez avoir beaucoup de mal à vendre. Là, le but, c'est de pouvoir tout simplement s'adapter plus rapidement au marché. On sait également que Nissan va un petit peu lâcher les SUV qui sont un secteur déjà sursaturé pour essayer de se reconcentrer sur des petites voitures à plus petit budget, notamment une nouvelle Keycar et surtout la nouvelle génération de la Nissan Leaf qui avait été un best-seller précédemment. Donc si ces modèles sont de véritables succès et qui se vendent très bien, peut-être que certaines suppressions de postes seront annulées et peut-être que les machines de production tourneront à plein régime. Si Nissan continue d'enchaîner les flops, peut-être qu'elle ne durera même pas 1 an. Ce qu'on sait, c'est que Nissan a déjà des pistes pour un éventuel nouveau repreneur, c'est Foxconn, mais que Foxconn c'est une marque chinoise et que le gouvernement japonais ne veut pas que les marques japonaises ne s'allient avec des marques chinoises. Donc pour l'instant ce process est ralenti, bloqué par le Japon directement et c'est peut-être pas prêt de changer non plus. Je voulais aussi vous faire une petite update sur le dossier du 1 litre de PureTech. On le sait depuis des mois, il y avait une procédure judiciaire qui était en cours, une procédure collective dans laquelle plusieurs milliers de clients mécontents s'étaient tout simplement rassemblés. Les tentatives de médiation ont été réalisées pour trouver un accord à l'amiable avec Stellantis, mais tout essai et toute tentative a pour l'instant échoué. Résultat, Maître Leguevac, qui est tout simplement l'avocat qui défend ses plaignants, annonce qu'une nouvelle plainte contre Stellantis a été déposée le vendredi 14 février 2025. Ce qui a remis un petit peu le feu aux poudres entre guillemets, c'est que Stellantis a essayé il y a quelques temps de mettre en place une plateforme internet via laquelle les clients lésés pouvaient tout simplement demander un dédommagement pour la réparation sur leur 1 litre de PureTech, sauf que certaines conditions sont beaucoup trop discriminantes et laissent sur le carreau plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'automobilistes lésés. Donc la plainte est officiellement déposée et sachez qu'à partir du 20 février à 18h30, vous pourrez via le site MyLeo, qui est le site de l'avocat qui gère cette plainte collective, vous rajouter à la liste des plaignants si vous aussi bien sûr vous avez été victime du 1 litre de PureTech. Je voulais terminer cette vidéo avec un petit sujet un petit peu détente puisque on va parler des chronos réalisés par la nouvelle A290. Alpine qui en version GTS coûte quand même 44 000 € et qui a donc été testé sur le circuit de Manicourt. Et les résultats sont sans appel, la A290 est plus lente que la dernière génération de GTU thermique qui est sortie pourtant, on va dire, il y a 4, 5, 6, 7, 8 ans selon les marques, qui était pourtant en général moins puissante et qui était aussi, il faut le dire, moins chère. Même avec 220 chevaux, l'Alpine A290 n'a réussi à boucler un tour qu'en 1 minute 30 et 43 centièmes, ça la met 1 seconde derrière la Fiesta ST qui fait pourtant 20 chevaux de moins, et ça la met 3 secondes derrière la 208 GTI qui pourtant ne faisait que 208 chevaux. Et 3 secondes d'écart sur un circuit aussi court, 1 minute 30,
km, c'est beaucoup. Mais surtout, ce qui est un petit peu triste quand même, c'est que comparé aux anciennes Renault, donc vraiment dans la même maison mère, c'est moins bien qu'une Renault Clio RS d'ancienne génération, alors que c'est pourtant bien plus cher. Il y a quelques minutes, je vous en parlais dans cette vidéo, il y a un gros problème avec les voitures électriques sportives, c'est pour l'instant extrêmement difficile pour les constructeurs de réussir quelque chose qui soit à la fois autonome en termes de distance parcourable, mais également performant, parce que si on veut l'autonomie, il faut des grosses batteries, et que les grosses batteries, c'est forcément plus lourd. Donc même si vous faites 20, 30, 40, 50 chevaux de plus, si vous avez 500 kg de plus sur la balance, bah forcément, c'est pas comparable. Est-ce que ça fera de cette A290 un four complet? On verra. C'est vrai qu'elle a quand même la chance d'être plutôt bien réussie esthétiquement et d'avoir un véritable capital sympathie. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Voilà, on a fait un petit peu le tour pour les news du jour. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire. On se retrouve très demain pour de nouvelles vidéos. Bonne journée à tous. Ciao.